Chapitre 17. Alors dans le chapitre 16, très intéressant, Peter, sorti de convalescence, s'est vu transféré directement dans un endroit qu'il ne connaissait pas, qui s'apparentait à une salle de communication, avec beaucoup de machines, tout ça, et un casque que Hulan, son prof, qui était présent, lui a demandé de mettre sur la tête, alors qu'il ne savait même pas si c'était dangereux ou pas. Super. Et un casque grâce auquel il a pu rentrer dans le cerveau de Duncan, mais sans réussir à établir une communication et à parler avec lui. Peter, en étant dans le cerveau de Duncan, s'est rendu compte de plusieurs choses qui expliquaient un petit peu le comportement de Duncan. Il a eu un petit peu accès à pas mal de choses de sa vie qui lui l'ont fait comprendre pourquoi Duncan se comportait comme ça dans la vie. Et ensuite, lorsqu'il a voulu poser une question simple à son prof Hulan, à savoir Hulan, qui êtes-vous? Eh ben, le petit extraterrestre bleu fait exactement ce qu'il est champion dans la matière. Il élude la question et il demande à Peter si ça lui dit d'aller sur une autre planète. Et s'ensuit un espèce de voyage très 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 bizarre à travers portail et tout, qui fait atterrir Peter sur une planète complètement inconnue et magnifique, hein, très 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 aux antipodes de ce qu'il a jamais vu. Et là, Ulan, à la fin du chapitre 16, invoque, j'ai envie de dire, une créature grâce à un instrument de musique, une créature géante qui s'apprête tout simplement à avaler Peter et Ulan, mais Ulan, qui voit un petit peu la terreur de Peter, lui dit non, non, mais c'est bon, tu peux y aller, c'est notre véhicule. Véhicule pour aller où? Chapitre 17. La cité de Hulan. Avez-vous jamais marché sur une langue? Drôle de sensation. La surface est à la fois ferme et glissante et on a du mal à garder son équilibre. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule pour m'assurer que Hulan me suivait. Non que j'eusse pas confiance en lui, mais pénétrer dans une gueule est assez effrayant. Il m'encouragea d'un signe de tête. Étreignant Imogène, je poursuivis mon chemin. Hulan me rattrapa entre deux rangées de crocs géants qui me firent penser à des stalactites d'ivoire. Comme nous les dépassions, la bête ramena sa langue dans sa gueule, nous attirant aussi profondément à l'intérieur que je craignis qu'elle ne nous avale. Puis elle ferma les mâchoires, et pendant un moment nous fûmes enveloppés d'obscurité. Hulan se mit à briller, dissipant les ténèbres. La lumière bleue se réfléchissant sur les parois de la caverne vivante avait quelque chose de fantomatique. Où allons-nous? Chuchotai-je, car c'était le genre de lieu qui vous donne envie de chuchoter. Chez moi, me répondit Hulan. Il avait l'air heureux. Est-ce qu'on va voyager sous l'eau ou sur l'eau? Sous l'eau, bien sûr. Les Rumbas n'aiment pas du tout nager en surface. Les Rumbas? C'est le nom de l'animal qui te transporte en ce moment, déclara Hulan. Un des meilleurs moyens de se déplacer dans mon monde. Est-ce qu'il leur arrive jamais d'avoir des accidents? M'inquiétai-je. Je ne pouvais me résoudre à demander franchement s'il leur arrivait de commettre une erreur et d'avaler les passagers. Personne n'est parfait, dit Hulan en haussant les épaules. Il me dévisageait depuis un moment. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je veux que tu me dises ce que tu as vu pendant qu'on t'opérait, quand tu étais dans ma tête. J'hésitais pour deux raisons. D'abord, je n'étais pas sûr de l'exactitude de mes souvenirs, j'avais besoin d'y réfléchir. Ensuite, son insistance me mettait mal à l'aise. J'ai passé pas mal de temps à étudier la Terre, reprit-il. C'est une planète fascinante. Quelque chose que Broxol m'avait dit à bord de son engin spatial me revint en mémoire. Hulan, est-ce que c'est vous qui avez baptisé le New Jersey? Gagné, tu as droit à un cigare. Qui êtes-vous? Demandai-je pour la troisième fois depuis que je le connaissais. Toujours prendre et ne rien donner, ça ne fait pas de bien à l'amitié. Dis-moi ce que tu as vu dans ma tête. Je fermai les yeux un instant. Vous vous trouviez dans une espèce de bibliothèque, mais vous ne ressembliez pas à ce que vous êtes maintenant. Vous portiez un déguisement comme celui de Broxholm quand il a remplacé Madame Schwartz dans notre classe. Il faisait nuit, vous étiez en colère à propos de quelque chose, tellement en colère que vous vous êtes mis à briller de plus en plus fort,
et vous avez fait exploser une télévision. Hulan m'écoutait avec une expression proche de l'horreur. As-tu raconté ça à quelqu'un d'autre? Je secouai la tête. Alors ne le répète pas, je t'en prie. Pourquoi? Est-ce que cette scène a vraiment eu lieu? Avant qu'il n'ait le temps de me répondre, un sourd grondement retentit autour de nous. Ah, nous voici arrivés à la cité sous la mer, m'annonça Hulan. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais comment allons-nous sortir d'ici? M'écriai-je. Ça m'était égal de me mouiller, mais je me savais que si nous étions au fond de l'eau, la pression risquait de nous écraser. Ne t'inquiète pas, répondit-il, suis-moi. Il m'entraîna tout au fond de la gorge du Rumba. Au-dessus de nos têtes s'élevait un tunnel vertical. Hulan asséna 3 grandes claques contre la paroi. Le Rumba rugit. Un souffle de vent puissant et tiède nous souleva et nous propulsa hors du tunnel, un peu comme si nous étions éjectés hors de l'évent d'une baleine. J'atterris sur une surface capitonnée, à l'intérieur d'une petite pièce. Je n'étais pas encore remis de mon étonnement quand je vis un être semblable à Hulan jeter quelque chose dans l'évent du Rumba, qui restait collé contre l'ouverture par laquelle nous venions de passer. C'est ta récompense, expliqua-t-il en réponse à mon regard étonné. Puis il fit coulisser une trappe sur l'ouverture et l'animal s'éloigna dans un grand remous aquatique. Du fond de la pièce surgirent alors 3 êtres qui, visiblement, étaient eux aussi de la race de Hulan. Ils ne portaient pas de bermudas de couleur vive, mais des toges vert clair. L'un après l'autre, ils étreignirent Hulan et lui donnèrent des tapes dans le dos. Ces effusions terminées, ils se tournèrent vers moi et crièrent « Bienvenue, Krepta !» Merci, dis-je un peu intimidé. Perchant Imogène sur mon épaule, je suivis le groupe hors de la pièce, et j'eus la stupéfaction d'émerger sur une place publique, au centre d'une grande ville aux bâtiments spacieux et aux belles avenues bordées d'arbres. Il me fallut quelques minutes pour découvrir que cette ville n'avait pratiquement pas d'angle droit. Toutes les maisons étaient arrondies et lisses. Leurs façades joliment décorées avaient quelque chose d'accueillant. Je ne sais pas avec quoi elles étaient construites, mais elles arboraient des couleurs très douces. Des tons subtils de bleu, vert, jaune, relevés çà et là par une teinte plus soutenue. Je fus encore plus frappé par le fait que la ville était entièrement recouverte d'un dôme transparent qui montait bien au-dessus de ses bâtiments les plus élevés. Au-delà de ce dôme, au-dessus et tout autour de la ville, il y avait de l'eau. Hulan, chuchotai-je, c'est merveilleux. Ah, je suis content que ça te plaise, dit-il en se baissant pour caresser un animal à 6 pattes qui passait par là. J'en suis très fier. Nous nous promenâmes dans la ville toute la journée. Son organisation défiait l'imagination. Le Rumba transporteur qui nous avait déposés en ces lieux en donnait un parfait exemple. Toutes les tâches courantes étaient accomplies par des animaux spécialement formés dans ce but. Les mâches-ordures eurent ma préférence. Chaque maison ou entrepôt en possédait un. C'était une bête grassouillette qui adorait grignoter toutes sortes de détritus. Ça réduit la pagaille, me dit la petite femme bleue qui fut la première à m'informer de leur utilisation. Tous ces animaux semblaient heureux et bien soignés. Au bout d'un moment, je devins soupçonneux. J'en savais assez sur les grandes villes pour m'apercevoir qu'il manquait quelque chose dans le décor. Vous n'avez donc pas de clochards ici? Demandai-je. Pas de mendiants, de sans-abri? Pourquoi? Nous devrions? Non, bien sûr, dis-je. Seulement, j'ignorais qu'il pouvait exister une ville sans ces gens-là. Eh ben, pas sur une planète comme la tienne. Ici, nous faisons ce qu'il faut pour l'éviter. Il y a largement de quoi contenter tout le monde. Sur Terre aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas comme si les gens étaient obligés d'avoir faim et froid. Dommage que les humains ne se décident pas à aborder le problème. Mais nous voulons y remédier, protestai-je. Ah, vous pensez le vouloir. Si ton peuple, tout ton peuple, y croyait sincèrement, il cesserait d'en parler et changerait les choses afin que cela ne se produise plus. J'étreignis Imogène, m'efforçant de maîtriser mon irritation. Il me semblait que Hulan me reprochait personnellement tout ce qui allait de travers sur la terre. Cette discussion se déroulait devant un immense building. « Entrons là-dedans, » me dit Hulan. « Je vais te montrer quelque chose. » À l'intérieur, les gens l'accueillirent comme un vieil ami. Je n'en fus guère surpris car cela s'était produit toute la journée. J'avais le sentiment troublant que la ville entière connaissait mon mentor. Une succession de créatures longues et sinueuses comme des serpents nous souleva d'étage en étage. À chaque arrêt, divers individus criaient des mots de bienvenue à Hulan. Je ne pus m'empêcher de lui demander une fois de plus « Me direz-vous un jour qui vous êtes vraiment ?»
Nous étions arrivés devant une porte close, au dernier étage du building. Oulan sourit et me fit un de ces clins d'œil malicieux. Pourquoi ne pas entrer dans mon cerveau pour le découvrir me répondit-il. À plus.